Bonjour à toi, cher cycliste, content de te retrouver. Aujourd'hui, on jase qu'est-ce que c'est un bon vélo et on parle des tendances actuelles de l'industrie. C'est parti! Alors, bienvenue à vous, chers amis cyclistes, amis triathlètes, passionnés de vélo. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de quelque chose d'assez important que la majorité des clients à la clinique vont vouloir discuter avec nous en tant que professionnels du positionnement puis des blessures pour cyclistes. Souvent, ils vont avoir la question « Qu'est-ce que je dois m'acheter comme prochain vélo? Qu'est-ce que c'est un bon vélo? Comment je fais pour choisir un bon vélo? » C'est un sujet très large. Je vais diviser ça en quelques sections aujourd'hui. Premièrement, on va parler des marques de vélo. Ensuite, on va parler des tailles de vélo. Et ensuite, on va parler des tendances dans l'industrie du vélo. Qu'est-ce qui se passe au niveau des différentes disciplines du vélo, puis comment les vélos sont construits, comment les vélos sont vendus en fonction de la discipline qu'on fait. Donc, premier point, les compagnies de vélo. Bon, les compagnies de vélo, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, la majorité de la manufacture des vélos est faite en Asie. C'est une manufacture de main-d'œuvre à cause du carbone, finalement. Donc, c'est juste en Asie qu'ils ont les infrastructures et qui ont la main-d'œuvre qualifiée pour faire de la production de carbone à grande échelle au niveau des fabricants de vélos. Si vous cherchez un vélo, vous êtes rapidement rendu compte que la majorité, présentement, des vélos, c'est des vélos qui sont en carbone. Même l'entrée de gamme, autour de 1000, 1500, 2000 $, on est déjà dans des vélos en carbone assez bien équipés. Donc, au niveau des compagnies de vélos, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de marketing derrière tout ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous achetez une compagnie de vélo, ce que vous achetez, c'est le design, c'est le moule qui est utilisé par la compagnie au niveau de la manufacture en Asie. Ensuite, est-ce qu'il y a des bonnes et des moins bonnes compagnies? Est-ce que je dois m'acheter tel vélo? Qu'est-ce qu'un bon vélo? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a juste le cadre finalement qui appartient vraiment, qui est breveté au niveau de la compagnie. Le reste des composantes, ce sera des composantes qui viennent de différents partenaires, que ce soit Shimano, Campagnolo ou SRAM, les trois groupes les principalement utilisés dans le monde du vélo de route. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces groupes-là vont faire l'ensemble de la transmission. Après ça, on aura le choix de guidon, potence et de pièces accessoires. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que ce que vous achetez, c'est un cadre. La compagnie fabrique le cadre. Ensuite, elle habille son cadre avec différentes composantes et différents groupes. Donc, il n'y a pas une compagnie à privilégier plus qu'une autre. C'est sûr que lorsque vous achetez une compagnie, bien, vous avez la garantie souvent que le cadre a été testé, que le cadre est résistant. Donc, il y a toujours une petite inquiétude des fois au niveau des gens qui veulent s'aventurer dans les cadres sans nom, où est-ce qu'on ne connaît pas trop l'origine et où les tests n'ont peut-être pas été faits aussi rigoureusement qu'avec les grosses compagnies de vélo. Donc, il y a ce côté-là à aborder, mais si vous avez quelque chose à retenir, c'est que la majorité des vélos, dans le fond, ce que vous achetez, c'est un cadre. Ensuite, l'équipement, c'est au niveau des pièces, au niveau des roues, au niveau des transmissions. C'est toutes des tierces parties qui vont fournir le matériel pour ça. Question numéro 2, qu'est-ce qu'un bon vélo? À la clinique, souvent, ce que je vais dire, c'est que le bon vélo, c'est un vélo de la bonne taille qui correspond à l'utilisation que vous en faites. Donc, ce qui nous amène au volet 2, le choix de la taille du vélo. Je vous dirais qu'en majorité, 80% des gens vont se retrouver à avoir choisi un vélo qui est de la bonne taille, qui leur correspond et qui leur permet d'avoir un positionnement confortable, performant, qui leur permet de pratiquer le vélo de la façon dont ils l'avaient envisagé. La grandeur du vélo va être déterminante au niveau du positionnement et va être déterminée par la différente proportion des segments. Donc, les segments, qu'est-ce que je parle? Bien, je parle de l'entrejambe, je parle de la longueur du tronc, je parle de la longueur des bras. Et ensuite, on va venir rentrer toutes les composantes au niveau force, flexibilité, antécédents de blessure, blessure actuelle, votre ancien vélo, vous arrivez d'où, de quelle discipline vous arrivez. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en compte pour choisir la bonne taille de vélo, puis de choisir le bon vélo en fonction de la pratique que vous voulez en faire.
Pour choisir la bonne taille de vélo, comme je vous disais, ça ne dépend pas juste de la grandeur de la personne. Souvent, quand on va regarder sur les sites web, malheureusement, tout ce qu'ils vous donnent, c'est la taille finale. Par exemple, moi, je fais 174 cm. On va me dire qu'il me faut souvent un médium. Mais là, un médium, ça correspond à quoi? C'est assez flou dans l'industrie. Il n'y a pas de standardisation à proprement dit au niveau des tailles de vélo. Donc, après ça, ce qu'il faut que vous connaissiez, en fait, ce qu'il faut, c'est que vous ayez consulté quelqu'un qui s'y connaît au niveau des mesures pour que la fiche de géométrie qui vous est proposée sur Internet, elle puisse être disséquée et que la personne qui va prendre la décision de votre taille de vélo comprenne les différents paramètres, par exemple la longueur de la colonne de direction, la longueur du top tube, effective top tube length, donc la longueur du top tube horizontal. Après ça, il va avoir la quantité de sortie de selle. Pourquoi je vous mentionnais qu'à 174 cm, je me fais recommander par exemple un médium si je vais sur un site web? C'est que moi, j'ai la chance ou la malchance d'avoir des petites jambes et un long tronc. Donc, dépendant de la discipline, ça peut nous avantager. Peut-être pas tant en vélo. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai pas beaucoup de sorties de selle parce que j'ai pas des très grandes jambes. Donc, au niveau de mon cadre, si je prends un médium, j'aurai aucune sortie de selle. Donc, ce que je privilégie en général, c'est d'avoir un cadre, étant donné que je suis encore jeune et fringant, espérons-le, toucher du bois. J'ai encore une flexibilité qui est correcte. Puis, j'ai un bagage cycliste de plus que 10 ans, qui me permet de tolérer mon positionnement assez adéquatement. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un vélo de taille small, habituellement avec un top tube qui est slopé, qui me permet d'avoir une bonne sortie de selle et je vais rouler une potence, disons, à 120 mm, parce que j'ai justement un long tronc et des longs bras. Donc, lorsque vous choisissez la taille du vélo, c'est important de prendre en compte la longueur des segments et non juste la taille totale que vous faites pour le choix du vélo parce que ça ne tient pas compte finalement des différentes réalités de chaque humain, de chacun au niveau de ses proportions, puis en plus au niveau des blessures, des antécédents et des particularités biomécaniques de chacun. Finalement, point numéro 3, peut-être le plus intéressant, qui va s'apparenter probablement à un éditorial un petit peu plus, c'est les tendances au niveau de l'industrie présentement. Encore hier, j'avais un client qui me demandait, et en fait l'idée de la capsule vient d'un client aujourd'hui qui me dit « Tu devrais parler, c'est quoi un bon vélo dans l'industrie présentement? C'est quoi, quand les gens achètent, c'est quoi qu'ils achètent? Ils achètent un bon vélo, ils veulent un vélo aérodynamique, ils veulent un vélo avec des câbles qui sont intégrés de A à Z, où est-ce qu'on ne voit aucun câble apparent. On veut du DI2, on veut de l'électronique, on veut du SRAM ETAP. C'est quoi un bon vélo? Donc, là, ce sera vraiment un commentaire plus personnel au niveau de l'éditorial, mais c'est des choses importantes, je pense, auxquelles il faut que vous réfléchissiez lorsque vous achetez un vélo. Donc, pour moi, dans mon livre à moi, qu'est-ce que c'est un bon vélo? C'est un vélo avec lequel je vais pouvoir faire du vélo. Je m'explique. Donc, un vélo qui va être simple d'entretien. Pour moi, c'est la base pour avoir eu plusieurs vélos. Présentement, ce que je recherche quand je veux un vélo, c'est quelque chose qui ne me demandera pas beaucoup d'entretien et qui va me permettre de faire du vélo et non d'être en train de réparer mon vélo. Donc, ce qui m'amène à vous parler de tout ce qui est intégration au niveau des câbles. Lorsqu'on a une intégration, par exemple, au niveau du cockpit, les câbles passent à l'intérieur du guidon et de la potence qui sont parfois intégrés, mais vous n'avez pas accès, lorsque vous avez des problèmes, pour comprendre, par exemple, d'où vient le problème, qu'est-ce qui se passe au niveau de la transmission, au niveau de la mécanique. Donc, ça, c'est pour moi un des avantages, d'autant plus que lorsque vous avez une intégration avec les câbles qui passent à l'intérieur du guidon et de la potence, si on a un guidon et une potence qui sont intégrés, c'est une composante du vélo qui va pouvoir coûter entre 400 et 500, 700 dollars. Donc, si vous voulez changer la longueur de la potence puis que vous avez un guidon potence intégré, bien, l'ensemble du bloc va vous coûter des centaines de dollars à changer. Au lieu d'avoir un guidon qui va permettre, par exemple, d'avoir un clem 31,8 mm avec une colonne de direction 1 et 1,8 ou 1 et 1 quart, où est-ce que vous allez pouvoir diversifier vos potences, faire progresser votre positionnement au fil du temps sans avoir à dépenser une tonne d'argent. Donc, pour moi, c'est très important. Puis en plus, avec ça, bien, vous avez accès à vos câbles qui vous permet d'avoir une mécanique qui est plus facile d'entretien. Pourquoi je vous parlais du guidon puis de la potence intégrée?
c'est aussi parce que c'est un frein à faire un bon positionnement. Malheureusement, les gens vont se présenter ici, par exemple, je nommerai pas de marque, là, mais avec des vélos avec des guidons intégrés, des potences et des guidons intégrés qui sont de plus en plus populaires. Malheureusement, lorsqu'ils doivent faire le changement, nous, on peut même pas faire des tests ici. Il faudrait tout démonter le guidon puis remonter un nouveau guidon avec une nouvelle cocotte pour tester différentes longueurs de potence et, par exemple, changer, rallonger, raccourcir et différentes hauteurs. Au niveau de la colonne de direction. Il y a aussi la colonne de direction, parce qu'étant donné que la colonne de direction devient plus standard, on n'aura plus accès à des espaceurs, des spacers qui sont traditionnels. Donc là, on vient rajouter une barrière. Certainement que l'industrie veut qu'on utilise leurs pièces à eux, un peu comme Apple le fait avec ses connecteurs, un peu comme l'industrie a tendance à faire. Mais il reste que pour le client, c'est quelque chose, c'est un pensez-y bien, parce que vous allez vous retrouver à être pris dans l'écosystème de la marque qui a bâti ses pièces et qui malheureusement, au fil du temps, peut-être que vous ne trouverez plus les pièces, peut-être qu'ils n'y en auront pas en stock, au lieu d'avoir un système qui est universel. Donc pour moi, je reviens au point de la mécanique. Un bon vélo, pour moi, c'est un vélo avec lequel vous allez pouvoir faire du vélo et que vous ne serez pas en train de toujours être en train de réparer ou être en train de changer des pièces qui ne seront pas adéquates. Donc, j'aimerais ça pour moi, que mon vélo me permette, dans le fond, d'être assez standardisé, même à la limite, là, lorsqu'on parle de la tige de selle, d'avoir une tige de selle ronde avec un collet rond, c'est de moins en moins fréquent, mais ça vous permet d'essayer différentes tiges de selle avec différents offsets, différents setbacks sur la tige de selle. Puis ça nous permet de jouer le positionnement un peu plus facilement avec vous, sans être pris à commander une tige de selle spécifique à une compagnie, qui peut encore une fois se détailler plusieurs centaines de dollars, alors que des tiges de selle standard, ça peut commencer à 50, 75 $, puis ça peut monter jusqu'à 300 $ en carbone. Mais au moins, vous allez avoir une standardisation au niveau du diamètre, puis vous allez pouvoir jouer avec vos pièces. Donc, c'est quoi un bon vélo? Présentement, l'industrie, ce qu'elle fait, elle fait quelque chose de très bien. Elle fait de plus en plus de vélos d'endurance, donc des vélos avec des géométries un peu plus ouvertes qui permettent un pilotage un peu moins nerveux. Où tout le monde peut trouver son compte finalement, où ce que chaque personne va pouvoir avoir un vélo de route performant, mais avec une géométrie qui ne sera pas nécessairement agressive, puis qui va permettre à monsieur, madame, tout le monde de commencer le sport, de s'habituer, d'aimer ça, faire du vélo, de mettre plusieurs kilomètres en selle et de finalement progresser vers un vélo qui, s'il le voudra bien, qui sera plus agressif et plus performant. Ça, c'est vraiment ce que l'industrie fait de mieux, c'est les vélos dans la catégorie endurance. C'est super intéressant ce qui se développe dans ce milieu-là. Les pneus qui peuvent être de plus en plus larges, donc des vélos qui font un peu de tout, qui peuvent servir de gravel bike, qui peuvent servir pour commuter, qui peuvent servir aussi à la course. Donc ça, c'est des vélos qui sont un segment du marché qui est très intéressant pour la personne qui veut se procurer un seul vélo et qui pourra utiliser son vélo pour faire plein de choses. Par contre, l'industrie, ce qu'elle fait présentement, qui est moins pratique pour les clients, vous, en tant que cycliste ou de triathlète, c'est de faire des intégrations au niveau du cockpit. Ça, c'est vraiment la chose la plus difficile à gérer pour le client, pour la personne qui fait votre mécanique et pour la personne qui fait votre positionnement finalement. Donc, j'essaierai de garder en tête que plus vous choisissez quelque chose qui est simple, qui souvent va coûter beaucoup moins cher, plus vous allez avoir de possibilités de progresser votre positionnement, de l'adapter puis de le rendre confortable et performant pour vous. Alors que dans certains cas, malheureusement, à force de voir des cyclistes à journée longue, à semaine longue et à l'année longue, on se rend compte que les intégrations au niveau des cockpits qui ne permettent pas l'ajustement de tous les paramètres, c'est souvent un frein au positionnement, c'est souvent un frein à la performance finalement parce qu'on n'a pas toutes les possibilités au niveau de l'ajustement. Donc, en résumé, numéro 1, on essaye de choisir un vélo qui nous convient, un vélo qui correspond à notre utilisation. Peu importe la marque, on va se retrouver à avoir, dans le fond, finalement, juste le cadre qui correspond à la marque. Numéro 2, on s'assure d'avoir un vélo de la bonne taille qui correspond à la longueur de nos segments. Et numéro 3, on s'assure d'avoir un vélo qui correspond à la bonne utilisation puis qui n'est pas trop sophistiqué, qui n'est pas trop compliqué à entretenir pour que vous passiez plus de temps à faire du vélo versus passer du temps à réparer votre vélo. Sur ce, laissez-nous vos commentaires, vos questions. On se voit bientôt. Salut!